Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui on va corriger le sujet PC Physique 1 2018 donné au concours central, la partie 1, je ferai sûrement la partie 2 dans une autre vidéo, qui concernait des particules chargées dans l'atmosphère et les siffleurs ionosphériques. Voilà, c'est un sujet qui a été donné hier au concours central et qui traitait donc des particules chargées dans des champs magnétiques, électriques, et ce qu'on appelle donc le phénomène des siffleurs ionosphériques dont on parlera donc un petit peu plus tard. Donc on va corriger toute cette première partie ensemble. Alors je lis pas forcément complètement l'énoncé, mais donc l'idée c'est qu'on a une particule chargée à l'instant t égale 0 de charge Q à l'origine d'un repère, donc avec un champ magnétique B0 dirigé selon l'axe Z et avec une vitesse qui a une composante horizontale sur l'axe X qu'on appelle V parallèle et une composante verticale qu'on appelle V perpendiculaire. Et donc le but dans un premier temps, c'est de démontrer que en fait, la particule a un mouvement hélicoïdal et plus précisément que la projection sur le plan horizontal, c'est un mouvement circulaire. C'est une question vraiment très classique. Je crois d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo précédente d'un ancien sujet de centrale sur les ceintures de Van Allen qui traitait un peu de la même chose, donc je vais aller assez rapidement. Donc on applique le principe fondamental de la dynamique à l'électron dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen en négligeant le poids. Donc la seule force qui agit, c'est la force de Lorentz QV vectoriel B. Attention ici à ne pas mettre la vitesse initiale, bien sûr. Et donc on projette ça dans un trièdre cartésien. Donc on effectue le produit vectoriel, on masque la première ligne, on fait le produit en croix. On masque la deuxième ligne, on fait le produit en croix. Et on masque la dernière ligne et on fait le produit en croix. Et donc on obtient ce système d'équations différentielles. M dVx sur dt égale QB0 Vy. Donc un système couplé, M dVy sur dt égale moins QVx B0 et M dVz sur dt égale 0. Donc on nous demandait comment se comportait la vitesse verticale. Donc on voit qu'elle est constante et si la vitesse horizontale a une composante verticale, donc on la conserve. Donc c'est le mouvement hélicoïdal avec un pas constant. En ce qui concerne la norme de la vitesse, alors on sait que la force magnétique, comme la force de Coriolis, toutes ces forces qui font intervenir un produit vectoriel avec la vitesse sont perpendiculaires à la vitesse, donc leur puissance est nulle. Donc le théorème de l'énergie cinétique nous donne une puissance nulle, toujours appliquée à l'électron dans le référentiel galiléen en négligeant le poids. Et donc la vitesse se conserve, l'énergie cinétique 1/2 de mv carré se conserve, et donc cette vitesse reste égale à la vitesse initiale en norme. Donc ça, c'était la question Q1. Déterminer l'équation vérifiée par W. Donc W, c'était la composante horizontale de la vitesse, donc perpendiculaire à B. Donc en fait, comme on voit que le champ B0 n'intervient que dans les équations en X et en Y, projetées sur X et Y, on voit qu'on peut écrire M dW sur dt égale QW vectoriel V0, avec W, un vecteur qui ne comprendrait que Vx et que Vy. Alors ce que je vais faire apparaître ce qu'on appelle un mouvement de rotation, de précession même pratiquement. C'est-à-dire en fait ici on va faire apparaître une vitesse angulaire, un vecteur rotation. On sait que quand on a une expression du genre dW sur dt égale oméga vectoriel W, ça veut dire que le vecteur W tourne autour avec comme vecteur rotation oméga c, donc à un sens de rotation donné par la règle de la main droite, donc suivant le signe de oméga c. On va voir que oméga c est algébrique parce qu'il contient la charge Q et il y a un signe moins, hein, le produit vectoriel étant anti-commutatif. Et donc en fait le vecteur oméga va décrire un cercle. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'expression intrinsèque d'un mouvement circulaire. On a par exemple ça quand on a la vitesse d'un mouvement circulaire, donc dOm sur dt égale à oméga vectoriel om. Hein. On sait que voilà, on peut mettre r oméga e θ dans les coordonnées polaires sous cette forme-là. Hein. Donc voilà, si c'est une petite astuce pour repérer un mouvement circulaire. On a la même chose avec la précession d'un moment magnétique dans un champ magnétique. On a une équation analogue, donc tu as certainement rencontré cette forme-là. Donc cela signifie donc que l'odographe, comme on appelle, hein, c'est-à-dire l'extrémité de la pointe du vecteur vitesse, décrit un cercle à vitesse angulaire constante oméga c. Q3.
Montrer que le mouvement de la particule chargée ainsi projetée est circulaire de rayon ρc, donc c'est le rayon cyclotron, le petit c1, à déterminer, parcouru à vitesse angulaire constante ωc, algébrique déterminée ωc. Bon, il y a plusieurs techniques pour découpler le système d'équations. C'est pas la seule, celle que j'écris là, mais bon, moi j'ai décidé de passer par les complexes. Alors c'est pas une méthode exigible, hein, mais peut-être pour moi je trouve que c'est la plus rapide. Donc on va poser une vitesse complexe, Vx plus JVy avec J, le J des complexes. Donc quand on dérive, ça fait Vx point plus JVy point. On va chercher Vx point, Vy point dans le système d'équations différentielles. Alors la difficulté, c'est de faire apparaître V ici. Donc on met en facteur le terme qui est devant Vx. Et si tu ne t'es pas trompé dans les calculs, si la méthode fonctionne, tu dois pouvoir mettre en facteur. Donc tu dois pouvoir récupérer ici effectivement V et c'est ce qui se passe. Donc tu peux le vérifier en redéveloppant. Bon, c'est une technique très classique. Donc ça fait V point plus J QB0 sur M. Donc là on voit apparaître la pulsation cyclotron. V égale 0. Donc on a une équation du premier degré à coefficient constant dans les complexes pour la vitesse complexe. Donc on peut l'intégrer, V, mais dans les complexes avec une constante complexe exponentielle moins J oméga C fois T. Et avec les conditions initiales, donc d'après la définition de V, V c'est Vx plus JVy, à T égale 0, Vy est nul, Vx vaut V parallèle, donc la constante A vaut V parallèle exponentielle moins J oméga C fois T. Alors attention ici, là, peut-être que mes notations sont ambiguës parce que oméga C, c'est QB0 sur M, c'est pas tellement ambigu, mais Q reste algébrique. Hein. Alors, une fois qu'on a la vitesse, donc on peut reprendre la partie réelle, la partie imaginaire de la vitesse complexe pour avoir les deux vitesses. Donc, partie réelle, donc cosinus est pair, donc on a un plus. Partie imaginaire, sinus est impair, donc je sors le moins. Et donc, ça c'est dx sur dt, dy sur dt, et on peut intégrer x et y en tenant compte des conditions initiales. Donc, il ne faut surtout pas oublier les constantes d'intégration. Donc, x égale à, on intègre, v parallèle sur oméga c, ça va former ρc, le rayon cyclotron algébrique. Sinus oméga ct plus constante qui est nulle, parce que x s'annule à t égale 0, et y de t pareil, mais il faut prendre une constante non nulle pour annuler y à l'instant t égale 0. Alors attention, le centre du cercle décrit par la particule n'est pas l'origine du repère. Donc encore une petite astuce pour retrouver le centre du cercle. Il faut faire une petite translation en fait. Ce qui est gênant ici, c'est le moins 1. Donc on pose grand X égale petit x, donc il ne se passe rien sur x, simplement j'ai fait apparaître ρc. Donc ρc c'est en remplaçant oméga c, donc ça fait mv parallèle sur qb0. Et puis par contre, grand Y, on fait passer le moins 1 de l'autre côté pour définir grand Y. Donc c'est petit y plus ρc. Et donc grand Y vaut ρc cos, hein, on a isolé le cosinus, cosinus oméga c fois t. Et donc on peut éliminer le temps entre grand X et grand Y, donc avec cos carré plus sin carré égale 1, pour trouver l'équation du cercle. Grand X carré plus grand Y carré égale ρc carré, donc égale grand R carré. La distance OM carré égale à une constante, le rayon du cercle au carré. Donc on voit que le cercle est de rayon ρc. Alors, ce n'était pas demandé, mais on peut même aller plus loin. Donc le centre du cercle, c'est 0 sur X et c'est moins ρc sur Y, puisque c'est quand grand Y qui vaut 0, petit Y vaut moins ρc. Alors attention, ρc est algébrique. Donc si Q est négatif, ρc est positif. Si Q est positif, ρc est négatif. Donc si Q est négatif, la particule tombe dans ce sens-là. Si Q est positif, elle tombe dans ce sens-là. On peut peut-être le revérifier avec le signe de la force de Lorentz à l'instant t égale 0. Donc QV0 vectoriel B. Donc QV0, c'est un vecteur qui est dans le sens si Q est négatif comme ça. Vectoriel B, donc la force de Lorentz, elle est bien dans ce sens-là quand Q est négatif. Donc elle fait tourner la particule chargée dans ce sens. Voilà. Donc reste plus qu'à estimer la valeur de oméga C pour les électrons et pour les protons. Et on va rajouter un champ électrique à ce système, à cette particule. Ça va nous préparer à la suite. Oui, alors je viens de m'apercevoir que ce que j'ai appelé
V parallèle dans le paragraphe précédent. Là, c'était plutôt V perpendiculaire, parce que c'est V perpendiculaire au champ magnétique. Hein. On continue donc avec un ordre de grandeur du champ magnétique terrestre, par exemple en France. Alors, si tu lisais un petit peu l'énoncé en avance, il y a pas mal de questions en fait dont tu avais la réponse plus tard. Hein. La question Q9, par exemple, on te disait qu'on prendra B0 égale à 5, 10, moins 5 Tesla. Bon, donc ça pouvait te confirmer qu'effectivement, l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre, c'est 10 moins 5 Tesla. Le Tesla, c'est déjà une unité importante de champ magnétique. Et donc, on pouvait faire l'application numérique pour l'électron avec une masse d'environ 10-30 kg et pour le proton, donc 1,6 10-27 kg. Et donc on tombait sur à peu près 10 puissance 6 radians par seconde pour l'électron et 10 puissance 3 radians par seconde pour le proton au niveau de la pulsation cyclotron. Alors, on va rajouter donc un champ électrique dirigé selon l'axe X dans la question suivante avec une vitesse qui va rester dans le plan horizontal initialement. Elle va le rester après d'ailleurs. Et on demandait d'établir les équations différentielles vérifiées par Vx, Vy, Vz. Donc il suffit de rajouter la force électrique dans le système d'équations différentielles sur la composante X, donc QE1, le reste ça ne change pas. Donc la vitesse Vz reste constante et elle est égale à 0 parce que V parallèle était nul. Et donc V perpendiculaire c'est V0. Alors on peut rechercher le système d'équations différentielles vérifié par V en passant par la vitesse complexe. On a pratiquement le même système d'équations, si ce n'est que on va rajouter en fait sur Vx point une constante QE1 sur M, ce qui va nous rajouter en fait un second membre à cette équation du premier ordre. Donc ça va s'intégrer comme tout à l'heure avec la solution de l'équation homogène associée qui est la même que tout à l'heure, mais on doit rajouter une solution particulière en régime permanent. Donc les Q sur M se simplifient, le J passe en bas, et donc quand on va le faire remonter, ce sera avec un signe moins, et donc en utilisant les notations du texte, en fait, on voit que ça va faire U. En fait, U est la solution de l'équation homogène associée, plus VD, la vitesse de dérive. Hein, on va voir tout de suite l'effet physique de cette vitesse. Donc, et donc, VD, c'est moins J, c'est la solution particulière, moins JE1 sur B0. Et donc, c'est en complexe. Donc, ça fait VDX plus J, VDY. Donc, VD vaut moins E1 B0 sur le vecteur UY. Et pour U, donc U c'est la solution de l'équation homogène associée qui donc décrit un mouvement circulaire. Et donc dans le plan XY, la trajectoire c'est un mouvement type cycloïdal, c'est-à-dire un peu comme le mouvement de la bande de roulement d'un point de la bande de roulement d'une roue qui peut rouler, alors en glissant ou sans glisser, là on ne peut pas trop se mouiller. Mais voilà, donc c'est un mouvement de ce type. Donc, grosso modo, on appelle ça VD parce que la particule va dériver lentement, en plus du fait donc de tourner. Donc, elle dérive lentement, lentement, plus ou moins lentement, dans le sens des Y négatifs avec cette vitesse. Donc, E1 sur B0. Alors, donc on continue, on rentre vraiment dans le vif du sujet maintenant avec ces siffleurs ionosphériques. Donc, ils sont des signaux électromagnétiques émis à des basses fréquences de l'ordre du kilohertz ou de quelques kilohertz et qui peuvent être captés donc, par des antennes et donc venir perturber des télécommunications. Et comme ce sont des signaux basse fréquence, on expliquera ça après. Voilà, donc, question Q8. Donc, montrer que lorsqu'une particule chargée de charge Q est plongée donc, dans un champ magnétique B0EZ, E1 vecteur EX, on peut considérer que J vaut environ un certain facteur gamma EZ vectoriel E1, à condition de travailler à une certaine échelle d'espace qui ne soit pas trop petite. Alors évidemment, c'est un peu des questions à tiroir, donc on pense à se servir de ce qu'on vient de faire. Et on vient de voir qu'on avait un mouvement cycloïdal, donc la superposition d'un mouvement de rotation avec un mouvement de dérive. Alors, si évidemment on se place à des échelles de distance qui sont grandes devant le rayon, si on regarde cette trajectoire cycloïdale
à des distances d'observation qui sont grandes devant le rayon cyclotron, on peut imaginer qu'on ne voit pratiquement que le mouvement rectiligne uniforme et que donc la vitesse, c'est pratiquement la vitesse de dérive, donc selon l'axe Y, donc la solution particulière de l'équation de tout à l'heure. Donc il faut faire un petit travail pour transformer cette expression et la mettre sous la forme demandée pour identifier le coefficient gamma. Donc EY, on le fait apparaître comme un produit vectoriel EZ vectoriel EX. Comme le champ E1 est selon X, on fait passer sa norme ici, on reconstitue E1, donc ça commence à sentir bon là pour la vitesse. Ensuite le vecteur J, donc c'est la charge, on prend évidemment dans le vecteur J que les charges mobiles, les ions étant supposés quasiment immobiles. Donc moins E, N étoile la densité volumique fois V. Et puis donc on multiplie en haut et en bas par les constantes qu'il faut pour récupérer oméga P et oméga C. Et donc ça se fait assez naturellement. Et donc on a gamma égale epsilon 0 oméga P carré sur oméga C. Et là d'ailleurs si tu étais malin, tu regardais un petit peu le sujet en avance et tu t'apercevais qu'un petit peu plus loin l'expression du coefficient gamma était confirmée par l'énoncé. Donc là, j'allais dire, c'est un petit peu comme en terminale. Hein. Tu as à la question 4 la réponse de la question 3. Non, je plaisante, mais ça pouvait te rassurer. Alors, question Q9, je pense que c'était fait exprès d'ailleurs et c'était très bien comme ça. Alors, question Q9, quelques applications numériques. Donc, alors, la pulsation oméga C, donc on est conforté avec la valeur du champ magnétique terrestre. Donc, j'ai calculé à peu près 10 puissance 7, 10 puissance 6, 10 puissance 7 radians par seconde, la pulsation plasma plus grande, 10 puissance 13 radians par seconde, et oméga P carré sur oméga C, 10 puissance 19 radians par seconde, et ces trois pulsations sont beaucoup plus grandes. Donc la pulsation oméga du champ de l'onde électromagnétique que tout à l'heure on va chercher à mettre en évidence, donc de l'ordre des ondes radio, donc de l'ordre de 10 puissance 4 Hertz, 10 kHz. Question Q10. Donc, exprimer les intensités maximales E1 et B1 des champs électriques et magnétiques de l'onde. Donc, on a une onde électromagnétique et il faut relier ça donc à I0. Donc, I0, c'était la puissance moyenne par unité de surface, autrement dit, la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Donc là, évidemment, c'est à toi de connaître parfaitement ces définitions. Donc le vecteur de Poynting, E vectoriel B sur mu0, donc en norme et en valeur moyenne. Alors, bon, il faut aller vite hein, dans ce genre de questions. B, c'est E sur C pour une onde plane. Donc au choix, on remplace B par E sur C, les deux vecteurs étant perpendiculaires entre eux à cause de la transversalité de l'onde et la structure EBK, trièdre direct de l'onde. Donc la valeur moyenne d'un cos carré, ça fait 1,5. Donc rapidement, on transforme cette expression-là très classique. Et on nous demande dans quelle mesure donc on peut extraire B1 en fonction de I0. Et on nous demande dans quelle mesure B1 est très petit devant B0. Et cette condition, on la fait porter sur I0. Et donc en élevant au carré, on obtient cette condition sur I0 et en fait on s'aperçoit que quand on fait l'application numérique, c'est I0 très petit devant 10 puissance 5 watts par mètre carré. Alors on nous demande est-ce que c'est très restrictif, commenter. Donc moi je dirais que bon, si tu connais l'ordre de grandeur du rayonnement solaire, recueilli à la surface de la Terre environ 1 kW par mètre carré, 10 puissance 3 watts par mètre carré. Donc ça paraît pas très restrictif, ça paraît quand même une puissance surfacique assez élevée. Bon, on ne va pas comparer ça avec un laser trop puissant, mais en tout cas par rapport au rayonnement solaire, c'est quand même 2 ordres de grandeur au-dessus à peu près. Hein, donc ça paraît pas très restrictif cette approximation. Donc de négliger après dans les forces de Lorentz tout ce qui va être relatif au champ magnétique de l'onde électromagnétique E1, B1 et ne tenir compte que du champ statique, le champ terrestre B0, mais par contre tenir compte évidemment du champ électrique E1. Alors question Q11, il fallait rappeler en notation complexe les équations de Maxwell. Donc Maxwell-Gauss, divergence de E1 est égale à ρ sur epsilon 0. Alors le plasma étant neutre, on peut tout de suite dire que ρ vaut 0. Bon, la question était un peu ambiguë, on se demande s'il fallait démontrer. Je pense qu'il fallait simplement justifier qualitativement la neutralité de l'ionosphère. Hein. Ce sont des ions qui sont
des ions de O2+, N2+, donc des molécules de dioxygène, de diazote, auxquelles on a arraché un ou plusieurs électrons. Maxwell fluide, divergence de B1 égale 0, donc traditionnellement ces deux équations, dans le vide ou ici égale 0, donc c'est pareil que le vide, vont nous donner la transversalité de l'onde électromagnétique, le fait que E1 et B1 sont perpendiculaires à la direction de propagation, et puis Maxwell Faraday et Maxwell Ampère qui est toujours la plus riche, et on va utiliser évidemment la relation constitutive comme on dit, c'est-à-dire la relation qui lie J et le vecteur E1, donc ça remplace un petit peu dans les conducteurs ohmiques, J égale gamma E. Hein. Voilà, c'est un petit peu peut-être pour ça d'ailleurs qu'on le notait gamma, un peu comme une conductivité équivalente, mais avec une relation avec un produit vectoriel, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, donc pour transformer ces équations en notation complexe, on sait que la divergence va agir comme nabla scalaire. Alors on regarde la convention, c'est exponentielle i kz ou j kz moins oméga t. Donc nabla va agir comme jk, donc dans une divergence jk scalaire, dans un rotationnel jk vectoriel. La dérivée par rapport au temps, donc moins i oméga, un produit, puisque la convention c'était kz moins oméga t. Mais donc Maxwell-Gauss se transforme en jk scalaire E1 égale 0, comme dans le vide. Hein. Donc E1 perpendiculaire à K, l'onde est transverse, donc reste plus qu'à trouver l'équation de propagation, donc ça va être la technique classique, rotationnel de rotationnel égale gradient de divergence moins Laplacien. On va trouver une équation de dispersion spécifique et on va se poser la question, le milieu est-il absorbant, le milieu est-il dispersif? Évidemment, ce sont les questions classiques qui suivent ce genre de calcul. Donc on va maintenant passer à la dernière partie du problème, la plus intéressante, puisque c'est celle qui va aboutir dans la physique au comportement de la propagation de ces ondes électromagnétiques, les siffleurs, dans l'ionosphère. Et donc pour ça, il faut établir l'équation de propagation du champ E1 en notation complexe. Donc c'est toujours la même technique, quel que soit le milieu. C'est simplement la relation constitutive qui peut changer, l'expression de J. Je suis un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau des notations. Donc il y a le vecteur J, c'est le vecteur densité volumique de courant. Des fois j'ai mis des J sans flèche, donc là c'est J carré égale moins 1. Et il y a I aussi parce que voilà, dans l'énoncé ce sont des I. J'aurais mieux fait de mettre des I partout. Bon, alors on utilise rotationnel de rotationnel égale gradient de divergence moins Laplacien vectoriel. Comme d'habitude, donc on utilise les équations de Maxwell, divergence de 1 est nulle. On remplace Maxwell-Faraday, rotationnel de E1, on fait la permutation théorème de Schwartz et on introduit la relation qui exprime J. Et là, on voit qu'on peut utiliser l'élément de comparaison qu'on nous a fait préparer tout à l'heure avec oméga p carré sur oméga c, là il y a epsilon 0 en facteur, par rapport à oméga. Et donc on voit que cela revient à négliger ce terme-là. Donc en fait on est en train de négliger les courants de déplacement, un petit peu comme dans l'effet de Pau, dans l'approximation des régimes quasi stationnaires. Et donc on aboutit à cette équation différentielle, donc le Laplacien c'est moins k carré, avec le moins ça fait plus. Alors c'est une équation de dispersion un petit peu, alors il faut encore un petit peu travailler dessus parce qu'il y a ce produit vectoriel. Donc on projette hein, dans le système d'axe EX, EY, EZ, on est obligé d'utiliser les trois coordonnées avec le produit vectoriel. Donc ici on exprime le produit vectoriel, donc on a encore un système couplé. Mais il suffit de faire de la substitution pour le découpler et aboutir donc à l'équation de dispersion demandée. Et donc on s'aperçoit que K est réel. Hein, donc si K est réel, K carré est un réel positif, alors donc ça signifie qu'il n'y a pas d'absorption, parce qu'on sait que l'absorption est reliée au fait que K aurait une partie imaginaire qui soit non nulle. Et donc on peut définir la vitesse de phase oméga sur K, K étant, alors quand on prend la racine proportionnelle à la racine de oméga, oméga sur K est proportionnel à la racine de oméga. Donc la vitesse de phase dépend de la fréquence, donc il y a dispersion dans ce milieu. Et d'ailleurs, ces ondes siffleurs donc, sont des ondes électromagnétiques, mais qui peuvent être captées par des dispositifs comme des antennes. Et donc, elles sont généralement émises par exemple par des orages, et on en a détecté.
Et comme la vitesse de phase augmente avec la fréquence, ça veut dire que les hautes fréquences émises à partir de l'orage arrivent plus vite au niveau de l'antenne que les basses fréquences. Et donc le son typique de ces signaux, c'est d'abord un son aigu, puis un son plus grave. Donc puisqu'on voit qu'il y a dispersion d'un paquet d'ondes, on voit que les ondes, les hautes fréquences, les relativement hautes fréquences, parce que c'est quand même des signaux basse fréquence, quelques dizaines de quelques kilohertz, donc arrivent avant les basses fréquences. Donc c'était un petit peu la conclusion de tout ça et la justification de l'appellation siffleur. Voilà, donc pas facile quand même parce que quelques aspects techniques, heureusement tu pouvais par moment te raccrocher au sujet. Donc je le trouve quand même plutôt bien fait et je pense qu'il va être assez sélectif. Enfin, il va permettre vraiment d'étaler les différentes catégories de candidats sur cette épreuve. Il fallait aussi très bien connaître son cours sur les particules chargées dans les champs électromagnétiques. Donc il y avait à la fois un côté technique, des côtés plus qualitatifs, voilà, de l'histoire de la vitesse de dérive. Voilà, c'était je pense un bon sujet, pas forcément évident quand même. Donc on se retrouve toujours dans notre série de corrigés. Les concours 2018 battent leur plein, ça a été donné hier. Et donc j'ai récupéré les sujets d'aujourd'hui. Donc voilà, je suis déjà en train de me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir corriger dans la suite. Et je prépare, je vais peut-être aussi un peu varier les filières parce que c'est vrai que je pense beaucoup à mes étudiants, la PC étoile du lycée Wallon, mais je sais que vous êtes aussi très nombreux à nous regarder en MP, en PSI et encore dans d'autres sections en PT, en TSI. Je ne peux pas tout corriger, je suis désolé, je fais déjà beaucoup, je suis en vacances, mais on s'amuse comme on peut. Allez, à la prochaine fois, à bientôt et bon courage.